Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial Oscar 2026. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Pour notre 98e revue des Oscars. Oui, quand même. Non, c'est juste notre quatrième, je pense. Quatrième déjà, c'est ça que je me demandais. Donc, bienvenue à cette grande messe des Oscars. L'an dernier, je crois que j'avais gagné par un. Hein? Ça se peut-tu? J'en ai très pas serré. souvenir, mais c'est ça. Je ne démentirai pas ça, Non. mais honnêtement, je m'en souviens pas. Mais il y avait eu plusieurs coups de théâtre pendant la cérémonie, si je me souviens bien. Donc, on profite de cet épisode-là pour y aller avec nos prédictions, nos choix de qui remportera les précieuses statuettes ce dimanche-ci. Moi, je suis quand même quelqu'un qui fouille beaucoup les stats et tout ça, fait que je vais agrémenter des différentes probabilités. Ouais, en fonction des dernières cérémonies de partout, tous les corps de métier ou d'autres. BAFTA, des corps de métier et tout ça. Donc, tout ça va venir influencer, je pense, les gagnants. Justement, dans cette introduction, j'ai l'impression que un des jokers qui pourrait surprendre, si on veut, c'est Sinners. Parce que le fait qu'il y a 16 nominations, le film le plus nommé de l'histoire jusqu'à présent, il y a un petit morceau de Sinners dans chaque nomination qui pourrait surprendre. Oui. Et on en reviendra, mais on en reparlera justement dans certaines catégories. Mais là, c'est la plus récente, c'était celle des comédiens. Les Screen Actors Guild. Puis Sinners a passé la gratte là. Oui, justement. On dirait que ça vient nous shaker à dire il peut-tu aller regagner ça partout? T'sais? Écoute, je suis allé, il y a quelques sites justement que je suis un peu leur prédiction au fil des courses et tout ça. Et là, il y a Variety qui a complètement changé son fusil d'épaule. Eux sont all-in Sinners. Je pense qu'il y en a comme une dizaine. Quand même très audacieux vu les statistiques avancées pour les amateurs de sport. Sais-tu le ballot, le vote, il fermait quand pour les Oscars? Parce que là, nous, on aurait juste jeudi. C'est fermé. Là, je crois que ça fait une dizaine de jours. OK, c'est ça. Près. C'est plus d'analyser est-ce que cette resurgence, mais lundi matin, quand il y a eu la victoire de Sinners, c'était la semaine dernière. Plus voter. C'est pas mal fermé. Ouais, ça, je suis pas certain. OK. Non, je pense que c'était le lendemain, parce que la cérémonie, c'était le 28. OK. Puis je pense que c'était le 1 ou 2 mars pour la fermeture. Ça peut avoir quelques derniers votants. Je sais pas jusqu'à quel point. En même temps, je dis, rendu là, c'est un peu de mauvaise foi. C'est comme si toi, ton vote compte, donc donne ton opinion. Puis là, ça serait de dire, j'ai pas d'opinion, je veux suivre l'opinion populaire pour dire que j'ai... Ouais, mais ça donne rien. Mais c'était un peu ça, les Oscars. C'est pour ça qu'il y a eu du maraudage pendant longtemps, puis du Harvey Weinstein qui paye le monde, puis des campagnes de salissage. Miramax excellait dans ça. Tout ce qui est sorti récemment là, sur les SAFD, puis là, les problèmes, puis là, les entrevues, tu sais, je sais pas qui part ça, mais c'est pas pour rien que c'est temps-ci qu'on entend. C'est un peu du salissage. Puis quand Marty Supreme est sorti en décembre, on disait donnez-y tout de suite la statuette. Puis aujourd'hui, il n'y a même plus d'inconversation de personne. Là, il a perdu son Oscar. Là, on y reviendra, ce revirement de situation. C'est un peu le topo général de ceux qui suivent ou pas ça. Je vais juste aller avant de quelques stats. Justement, tu parlais de Sinners qui avait battu le record de nomination, qui était 16. Alors, je vais juste contextualiser un peu. Qui avait le record avant. Il y a 3 films qui se partageaient 14 nominations. Et sûrement Le Retour du Roi du Seigneur des Anneaux. Non, même pas. 14. Un des Avatars? Non plus. Titanic, c'est moins que ça. Non, Titanic est un des 3. C'est 14, OK. 14 nominations. Un très vieux, puis un très récent. OK. Ouais, on dirait que le très récent, je le sais, mais il m'échappe. Mais c'est pas Dune, parce que ça prend quelqu'un qui a des prix techniques, scénario réel, comédien. Puis les prix techniques, on parle musique, montage, maquillage et des comédiens puis des comédiens secondaires. Exact. Le très vieux, c'est un genre de Laurence d'Arabie ou quelque chose de même? Plus vieux dans les années 50. OK. Là, je sais pas. C'était All About Eve. OK. Que j'ai jamais vu. Mais c'était un peu peut-être l'époque où il y avait 9 films dans toutes les catégories. Là. Je sais pas. Non, vous allez voir, mais je pense que c'est vraiment un des grands classiques du cinéma que j'ai jamais vu, tout simplement. C'est plus récent. À moins que tu veuilles me donner un autre indice. Ryan Gosling. La La Land? Oui, exactement. Oui. 14 nominations quand même. Mais le grand gagnant, effectivement... Je ne sais pas si c'était ta prédiction future pour Project Hail Mary en 2027. On verra bien, le buzz est très fort. Il serait difficile d'avoir beaucoup de catégories d'acteurs-actrices. Ça, c'est certain.
Mais oui, au niveau des statistiques, il y a un film qui frappe pour 1000 et tu l'avais nommé dans tes premiers choix. Le Retour du Roi? Return of the King. Il y avait quoi, 8 nominations? 11 nominations et il a tous remporté. 11 en 11. C'est le seul film qui a frappé 1000 dans l'histoire des Oscars. 2 sont arrivés très proches. Mais avec plus de... Avec un petit peu plus de nominations. Ouais, c'est ça, mais dans le sens, il y a déjà eu des films sûrement qui ont eu une nomination, un trophée, ou même pas. Ah oui, ok, moi je parlais en termes des grandes nominations. Ouais, c'est ça, grande quantité. Grande quantité. Donc, oui, il y a 3 films qui se partagent 11 victoires, en fait, qui est le record d'ailleurs aussi, qui est le 11 à battre. Alors, tu as le Return of the King, 11 en 11. Ben-Hur, en 59, avait 11 en 12, quand même pas mal. Et Titanic, donc 11 en 14, quand même aussi. Alors, parce que puis pour Sinners, qu'on vient qu'il y a 16 nominations, ben les meilleurs pronostics, c'est du 7, 6, ouais, 7. Je pense pas qu'il va franchir le 10. Ce serait très étonnant parce que la compétition est très relevée. Donc, ça va être à voir. Des fois, tu peux avoir une percée comme ça. Et en termes de studio, c'est New Line, donc avec Return of the King, qui a 11 victoires. Warner, cette année-là, avait pas récolté d'autres statuettes parce qu'on sait que New Line est une filiale de Warner. Ah, d'accord. Alors, mais Warner a l'autre record, en fait. Donc, lui a 10 nominations, 10 victoires en 2014. Donc, c'était 7 pour Gravity, 2 pour The Great Gatsby et 1 pour Her. Alors, si on parle de grands studios, c'est Warner. Mais studio overall, c'est New Line. Ben, cette année, One Battle, c'est Warner, puis Sinner, c'est Warner. Donc, le 11, je pense qu'il va être battu, honnêtement. Là. Donc, on y reviendra à la fin pour le total de mes prédictions et des tiennes, peut-être par studio. Donc, on y va avec peut-être les catégories mineures qui sont plus difficiles à deviner parce que nécessairement on n'a pas vraiment accès, on ne consomme pas nécessairement ce genre de produits-là. Donc, je te laisse l'idée. Puis on pourra le rappeler après, mais je tiens quand même d'un coup que les gens n'écoutent pas au complet. Les Oscars ont lieu ce dimanche, le 15 mars, tapis rouge de 18h30, quelque chose comme ça. Ouais. Et pour ceux qui sont à Québec, il y a une projection des Oscars au Cinéma Le Clap et tu co-animeras avec, pas moi, non. Avec quelqu'un d'autre. Tu me fais faux bon. Ouais, voilà. Bah, fait que je te trompe. Avec Jasmin Hintz, une personnalité de la radio de Québec, chroniqueur culturel et tout ça. Donc, on va avoir toutes sortes de jeux, des anecdotes, des prêts à tirer. Ça va être une belle soirée. À mentionner que vous animez dans les pauses puis les temps morts, pas vous doublez pas par-dessus. On traduira pas les speeches. C'est encore... J'ai déjà oublié qui anime. Conan O'Brien qui revient encore, c'est ça. C'est pas Jimmy Fallon. Voyons, c'est qui, non? Voilà. Ouais, c'est ça. Fait que tu vas pas... tu t'es pas, toi, préparé un monologue pour présenter un gros takeover. Puis, il y a encore des places disponibles pour l'événement. Donc, moi, je débuterai avec court-métrage d'animation. OK. Est-ce que tu veux dire les nommer? Les nommer, j'ai pas les artisans. Là, non, écoute, Butterfly, Forever Green... The Girl Who Cried Pearls, pardon, qui est québécois, canadien-québécois? Canadien, assurément. Québécois, je suis pas certain. Retirement Plan et The Three Sisters. Je pense que mon anglais va s'améliorer au fil de l'épisode. Je ne vais pas penser faire mes exercices de diction. Oui, c'est ça. Écoute... j'ai vu par contre la jeune fille qui pleurait des perles. OK. Mais comme c'est une production de l'Office national. Oui, de l'ONF, c'est ça. Mais je veux dire, comme c'est le seul que j'ai vu, je peux pas le comparer avec les autres et quoi que ce soit. Mais j'ai cru comprendre que le hype est surtout sur Retirement Plan. Voyons. Plan de retraite. Retirement Plan. OK. Toi, tu t'es sur quoi, toi? Moi, sur Butterfly. OK. Ouais, que j'ai vu qui sortirait du lot. Mais ça, c'est du pile ou face. Court-métrage live action. Butcher's Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen's period drama, The Singers, and Two People Exchanging Saliva. Two People Exchanging Saliva. Je pourrais pas dire pourquoi, parce que j'ai cru comprendre que c'est lui qui est le buzz. Allons avec documentaire format court. Oui. All the Empty Rooms, Armed Only with a Camera, : The Life and Death of Brent Renault.
Children No More, We're and Are Gone. Calique, je me trouve terrible. The Devil is Busy et Perfectly a Strangeness. Ah, tu commences avec tous les titres que j'ai jamais prononcés de ma vie. Hey, je vais y aller pour All the Empty Rooms. Toi, écoute, je me rappelle plus du bon. On dirait qu'on dit ça au hasard. Mais c'est comme, j'ai regardé 3-4 sites avec des prédictions et des affaires. Puis c'était ça. Mais... me semble que oui. Il me semble que c'est All the Empty Rooms également. Bon. Documentaire long. OK. The Alabama Solution. Come See Me in Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Poutine et The Perfect Neighbor. J'ai vu que la lutte se resserrait un peu entre certains titres, dont je pense Cutting Through Rocks et Perfect Neighbor, mais je vais y aller avec Mr. Nobody Against Poutine parce que tous les récents films qui traitaient de guerre et de conflits international sont repartis avec la statuette, surtout de conflits russes. Alors oui, moi je vais aller avec The Perfect Neighbor. Ça parle de quoi? Je n'ai aucune idée. Bon, je me rappelle plus, je pense que j'ai lu en diagonale. Mais effectivement, ton choix ça est très plausible aussi. Là, donc, ça pourrait se jouer là des fois dans la victoire. Alors, ben voilà pour les petites catégories un peu bâtardes. Mais bon. Non, ben, je dirais plutôt, on les traite de petites catégories. C'est plus parce que l'accessibilité à ces films-là est vraiment difficile. Fait que t'es comme... C'est ça, là. J'ai vu aucun... Puis faut que je me prononce. Fait que, honnêtement, ça n'intéresse pas grand monde non plus. Tu sais, je suis le genre de truc qui pourrait se donner hors d'onde. Je pense pas que ça... Mais bon, c'est bien correct. On respecte quand même les artistes et les artisans, le travail qu'ils font. Tu sais, c'est vrai, c'est parce que le court-métrage, il y a quelque chose de... On dirait qu'en général, les gens sont comme « Ah oui, c'est le fun que ça existe, puis tout. » Mais tu sais, peu les écoutent, puis c'est vrai qu'il n'y a pas... de rayonnement, mais tu peux les avoir sur certaines plateformes, sur quoi que ce soit, mais c'est pas ça qui est écouté. Quoi. Exact. Alors, allons-y dans le vif du sujet et je propose de débuter avec la nouvelle catégorie cette année, parce qu'il y en aura deux. Il y a une nouvelle cette année, l'an prochain aussi. Il y aura les cascades. C'est ça. Là, c'est casting, meilleur casting. Alors, nomination, il y a... Ben là, je nommerai pas les gens qui ont fait ça, les directeurs de casting, mais les films sont Amnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent et Sinners. À noter que Secret Agent et Valeurs sentimentales sont les deux films étrangers qui se retrouvent un peu ailleurs, sauf erreur. Attends, je cherche mon International Film. C'est ça, parce que Sirat... Il y a Just an Accident qui va être en scénario, je pense. Mais ouais, c'est ça. Bref. Je crois que c'est Sinners qui va y aller avec ça, justement, qui fait partie d'un peu de ces 16 nominations, puis de l'ensemble. Est-ce qu'il va gagner chacune des nominations d'acteur-actrice? Je ne sais pas, mais je crois que l'ensemble du casting, il l'a. Je suis un peu d'accord, et moi, j'appuie mon choix sur, justement, la victoire remportée au Screen Actors Guild Award. Donc, eux, leur prix le plus prestigieux, c'est... ensemble, et c'est Sinners qui a remporté. Oui, parce que pour eux, c'est pas un nouveau prix. Ça fait longtemps que ça se donne. Oui, effectivement, au niveau des Screen Actors Guild. Alors, moi aussi, j'y vais avec Sinners. Je pense qu'ils le font même, parce qu'évidemment, eux, ils soulignent toute l'année, fait qu'il y a des prix pour la télévision aussi. Oui, puis je crois que même dans les séries télé, tu as le ensemble. Oui, tout à fait. Après ça, allons avec son. Oui, Best Sound, tout court. F1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners, et puis Sirat. Ah, je m'excuse, j'ai dit que Sirat, il se promenait pas. Moi, c'est un de mes coups de cœur de l'année. J'y vais avec F1, le film de char, de Formule 1, je sais pas, un genre d'action sportive et tout. Je crois que c'est potentiellement le seul Oscar qu'il remportera. Oui. Et voilà, mais c'est sûr que Sinners, chaque fois qu'il est à quelque part, c'est le Joker. Ouais, tout à fait, mais effectivement, je vais avec toi aussi. Je veux dire, F1 était bâti sur le son, l'expérience sonore, l'expérience de vivre une course, et à ce niveau-là, c'était impeccable. Alors que Sinners, au niveau de la musique, tout ça, mais foncièrement, j'étais pas si mémorable au niveau de l'expérience sonore. Petite statistique ici, dans cette catégorie-là, au BAFTA, c'est F1 qui avait remporté.
Ils ont aussi remporté Society, Audio Society, quelque chose comme ça. La guilde? La guilde. Ben, il y a comme 2 guildes. OK. Parce qu'on sait qu'avant, la catégorie était divisée en 2, parce que tu as ceux qui en... Tu avais la conception le sonore, le montage, c'est tout ça. Donc, F1 avait gagné dans une de ces guildes-là, mais Sirat dans l'autre. OK. Mais au niveau des stats, quand tu remportes le BAFTA, c'est 85%. Et quand tu remportes juste celui de la guide, c'est 70%. Okay. Alors, il y a quand même une grosse différence. Alors, moi aussi, je vais avec BAFTA. Je pense que pour le public plus général qui vote, c'est la force du film nécessairement. Ouais, c'est ça. Fait que tes statistiques, on est vraiment dans le Moneyball des Oscars. Oh là, yes! C'est très poussé. Est-ce qu'on va dans les musiques? Oui, on peut aller chansons, mettons avant. Original Song? Yeah. J'ai mon truc coupe. Dear Me du film inconnu de tous, Diane Warren, Relentless. Golden de Keep Up Demon Hunters. I Lied to You de Sinners. Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi. Mon truc coupe. Viva Verdi. Verdi, pardon. Et Train Dreams de Train Dreams. Et c'est sûr qu'il y a toujours l'effet Sinners, comme on dit, mais je crois que la tune que tout le monde a en tête pour encore plusieurs mois, c'est Golden de Keep Up Demon Hunters. Et écoute, oui, devenu un phénomène. We're going up, up. Up for the moment. Puis on se rappelle que ces 5 chansons-là vont être performées pendant la cérémonie de manière parfois exacte, parfois surprenante et adaptée. Moi aussi, je joue avec Golden, phénomène culturel incroyable, devenu le film le plus écouté de Netflix, donc beaucoup de moyens. Puis écoute, c'est comme tu dis, c'est un tube qui reste dans la tête. Qui déchire. Alors, qui a tout gagné, qui a gagné le Golden Globe, la BAFTA et le CICL, donc la Société des compositeurs, je pense, quelque chose comme ça. Donc, pas de surprise à ce niveau-là, je pense. Trame sonore. Trame sonore. Original score. Bugonia de Jerskin Fendrix. Frankenstein. Pour le film Frankenstein, Alexandre Desplat. Hamnet de Max Richter. One Battle After Another de Johnny Greenwood, guitariste de Radiohead. Et Sinners de Ludwig Göransson, le best chum justement à Ryan Coogler, qui a fait tous ses films. Qui avait gagné d'ailleurs pour Black Panther. Puis il n'a pas gagné aussi pour Oppenheimer. Mais ça, c'était avec Nolan, mais c'est lui qui a fait la musique, je pense. Fait que c'est un habitué. Et sais-tu quoi? Je pense qu'il va falloir qu'il ajoute une tablette au-dessus de son foyer, parce que j'y vais encore avec Sinners et Ludwig Göransson. Pareil pour moi aussi. Sinners a raflé les 3 grandes... Les 3 grands prix, donc Golden Globe, BAFTA et lui aussi de la Société des compositeurs. Quand les 3 victoires, le taux de réussite pour l'Oscar est 95% quand même. Donc, je pense qu'on peut lui donner. Et encore une fois, la musique est au cœur des Sinners. Donc, je pense nécessairement c'est lui qui va l'avoir. Mais je serais curieux de voir Alexandre Desplat combien de nominations il est rendu, parce que il semble qu'il est là chaque année. Oui, parce qu'en plus, c'est des grands, fait qu'ils font déjà 3-4 films par année, des films d'importance, des Wes Anderson, des affaires de même. Fait que, ils se distinguent toujours. Allons maintenant des côtés de effets visuels, disons donc. Oui, pour Avatar, Fire and Ash, sauf erreur, la seule nomination d'Avatar. F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Boss, le dernier autobus, non, l'autobus perdu, et Sinners. Et je crois que ça va être Avatar, parce que même si on l'oublie déjà, c'est quand même ça la force et l'angle du film. Fait que même si, comme je dis, j'adore F1, je serais surpris qu'il dépasse à la ligne d'arrivée. Là, un peu d'accord aussi, bien que c'est moins innovateur que le deuxième, je pense qu'il se démarque des autres tout simplement. Et encore une fois, question de statistiques avancées, il a remporté le BAFTA, il a remporté son prix de Guild, et quand tu as les deux combinés, 90% le taux de conversion. Donc, ça s'annonce bien pour Avatar. Allons-y avec maquillage et coiffure. Oui. Ça aussi, ça se peut-tu que ça a déjà été 2 catégories distinctes ou ça a toujours été ensemble? Je pense que ça a été déjà séparé, effectivement, de mémoire. Là. Bref, on a Frankenstein, Kokuho, le film japonais, Sinners,
The Smashing Machine, une des rares nominations de ce film. Ouais, la seule, je crois. Et de Ugly Stepsister, un film d'horreur aussi, qui était très violent. Que j'ai pas vu passer. Je l'ai entendu parler récemment, justement, quand les nominations sont sorties. Non, mais je suivais le buzz à l'automne. Je pense que c'est sorti, puis j'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais, c'était un distributeur parallèle. Là, c'est ça. Allons-y pour Frankenstein. Hein. Moi, je crois que c'est là-dessus. C'est quand même aussi les univers flyés de Guillermo. Ouais, et je veux dire, si tu réussis pas la créature, ouais, c'est ça. Puis si tu réussis pas la créature, ben t'as raté ton film. Alors que là, les critiques étaient dithyrambiques, justement, et je pense en grosse partie par le maquillage de Jacob Elordi. Donc, oui, aussi encore là, au niveau des statistiques, BAFTA, prix de Guild, conversion 90%, c'est pas mal. Un shoe-in. Est-ce qu'on va au costume? Ouais, allons-y. Là-dedans. Fait qu'il faut les habiller, ces gens-là. Hey! Avatar, Fire and Ash. Ah, il y en avait 2. Ouais, costume design. Ah, ouais. De Deborah L. Scott. Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme et Sinners. Bon, ben, désolé à toutes ces gens, je dirais même toutes ces dames que je n'ai pas nommées. Je vais y aller encore avec Frankenstein. Mais je sais pas où toi tu iras. C'est sûr que Sinners, son côté époque... Ben, généralement, c'est des films d'époque. Là, on a 2. Frankenstein, un peu plus vieux. Sinners, un peu plus proche de nous. Sinners, c'est quand même Ruth Carter, qui est une habituée des Oscars, mais elle a quand même remporté quelques trophées. Alors, moi aussi, je joue avec Frankenstein, qui a remporté encore là, le BAFTA, le prix de la Guilde. 90%. Les analystes parlent. Et voilà, les stats parlent. Donc, voilà pour Frankenstein. Allons-y. Tourne ça en production design? Oui, allons-y. Production design, c'est donc la direction artistique, comme on dit en français. Encore Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another et Sinners. Je suis quand même hésitant dans celui-là, parce qu'évidemment, ils l'ont pas volé personne. Là. C'est tout du beau travail de création de lieux. Tu sais, Marty Supreme, il y a quoi de très, très unique dans ce film-là. Mais je pense que dans l'ensemble, dans le mouvement social où on est ou quoi que ce soit, je pense que Marty a perdu toutes ses statuettes puis il va rien gagner. Là. Je pense malheureusement que toutes les polémiques ont joué contre eux puis personne ne va voter pour. Fait que je continue ma séquence avec Frankenstein. Ben, pareil pour moi aussi. Ces catégories techniques-là ont souvent tendance à récompenser les films d'époque. Sinners, somme toute, c'était quand même assez simple. La majorité du film se passe dans un lieu, c'est ça. Alors que Frankenstein, on a droit au laboratoire et tout ça. Et encore là, Frankenstein s'est mérité le BAFTA et le prix de la Guilde. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Même si One Battle puis Hamnet ont aussi du travail, je pense c'est moins époustouflant. C'est à la hauteur du film et tout, mais ça reste moins dans les échos. Puis je pense que Marty, s'il était plus chaud, il pourrait peut-être aller tirer son épingle du jeu dans ces affaires-là, mais là, il est à oublier là, maintenant. Direction photo. Oui, cinématographie en anglais. Frankenstein. Écoute, je vais juste nommer les films, là. Je sais pas, c'est juste plus rapide. Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners et Train Dreams. Et sinon, pardonnez mon... c'est parce qu'on dirait qu'une fois que j'ai pas nommé les celles qui font les costumes, là, je me sens mal d'aller nommer les 5 gars qui sont directeurs photo. Non, mais tout ces noms-là disent rien au grand public. Oui, c'est ça. Puis pour en connaître quelques-uns, je pourrais te nommer peut-être 3 directeurs photo. Là, ils ne sont pas parmi ces 5-là. Ouais, Darius Khondji, quand même un des très grands là, qui a fait les films de Spielberg, je pense, depuis Schindler's List. OK. Bon. Fait que c'est le plus prestigieux du groupe, effectivement. Alors, justement, je crois que c'est Michael Bowman avec One Battle After Another ici qui va conserver, quoique c'est ça, One Battle, là, comme on disait, vient de se faire chauffer par Sinners récemment, par ceux qui ont changé leur fusil d'épaule et tout, qui sont revenus dans ce train-là. Mais je crois que One Battle, quelques scènes extrêmement bien tournées, filmées, notamment les fameuses vagues à la fin, la poursuite, ces choses-là, qui sont des fois... Qu'est-ce qu'on associe à la réalisation et au director versus direction photo, mais je pense qu'ici
il va avoir ses lettres de noblesse. Ouais, moi aussi. Ça en a un qui pourrait aller du côté de Sinners, là, tout dépendant comment va aller la soirée, mais je pense que One Battle aussi va remporter ce prix-là, d'autant plus, encore là, qu'il a remporté le BAFTA, il a remporté son prix de la Guilde. Ici, le taux de réussite est 80%. Alors, je pense que ça serait un peu étonnant que Sinners remporte. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Allons du côté de montage. Film editing. F1. Marty Supreme. One Battle After Another. Sentimental Value. Et Sinners. Au montage, je vais y aller. Mon cœur irait pour F1. Ouais. Mais ma raison va aller pour One Battle. Mais tout peut me surprendre. Je me répète, mais je pense aussi que c'est une catégorie que Marty, ça fait partie de la force du film. Ouais. Mais il est comme empoisonné, là, on dirait. Ouais. Puis en tout cas, je pense qu'il va être comme 2e, 3e choix de tout le monde. Fait que pas assez pour se faufiler. Là, ouais, exact. Ouais, je te suis. Moi aussi, a priori, ça aurait été F1 parce qu'il y a un travail incroyable de montage. Mais encore là, je vais avec les probabilités. Et c'est One Battle qui avait remporté le BAFTA, qui avait remporté son prix de la Guilde. C'est donc, ça. 90% cette fois-ci pour le montage. Mais c'est comme si ça va trop bien. Là. Fait que dans le sens qu'il va y avoir des choses qui vont pas respecter les statistiques ou les probabilités. Habituellement, c'est plus au niveau des comédiens que ça arrive. Ouais. Technique, là, on navigue toujours, on n'est jamais en bas de 80%. Mais oui, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est au film animation ou international? Allons avec animation. Animation. Arco, le film français. Elio. K-Pop Demon Hunters. Amélie et la métaphysique des tubes. Hein? Little Amelie or the Character of Rain. 2 films français. Ouais. Et Zootopia 2. Je crois que Zootopia 2 pourrait nous surprendre de son genre de qualité, de succès intarissable. Mais je pense que c'est K-Pop qui va l'avoir pour le phénomène culturel que ça a généré. Exact. Je pense que Zootopia 2 ne se démarque pas assez au niveau de l'originalité. Ça va être un Inside-Out, ça aurait été différent. Et encore là, question de probabilité, écoute, c'est énorme. K-Pop Demon Hunter a remporté le Golden Globe, c'est BAFTA, c'est Zootopia 2 qui avait remporté, mais je pense que K-Pop n'était pas éligible. Il n'était pas en nomination. Okay. C'est ça qui est venu fausser, mais a remporté le Producers Guild Award, donc la guilde des producteurs. Et quand tu as les deux, Golden Globe et PGA, c'est 90% encore. Et a remporté le Annie aussi, qui est un autre indicatif pour les films d'animation. Alors, ouais, K-Pop, je pense, sans grande surprise. Film étranger. Oui, film international. Et ça, c'est une course très corsée, là, honnêtement. Ouais. C'est rare qu'on a vu ça. Le Secret Agent, l'agent secret du Brésil. Un simple accident, donc It Was Just an Accident qui représente la France. Pour la Norvège, Valeur sentimentale, Sentimental Value. Sirat pour l'Espagne, qui est encore à l'affiche d'ailleurs dans plusieurs cinémas. Et La Voix de Hin Rajab, qui représente la Tunisie. Ce sont tous d'excellents films, je dois dire. Ben, c'est sûr, on est aux Oscars, là, c'est rare qu'il y ait un mauvais film qui est là. Mais la lutte est particulièrement serrée cette année. On l'a vu là, dans nos épisodes, là, surtout janvier-février, quand on discutait des films qui prenaient l'affiche de certains films internationaux qui n'avaient même pas de nomination. Ben, ils n'ont pas fait la courte liste. Ils ont fait la courte liste, mais ils n'ont pas fait le Final Five. Puis il y avait du bon stock là-dedans. Là. C'est, je crois... Mon film le plus choc de l'année là-dedans, c'est Sirat. Mais que j'ai écouté puis qui m'a comme... ébranlé. Ouais, ébranlé pendant le visionnement, mais celui qui m'a habité le plus longtemps, c'est Valeurs sentimentales, que j'aime beaucoup. Alors, je vais avec un choix de cœur. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est qui le favori comme tel, mais moi je vais aller avec Valeurs sentimentales. Parce qu'à date, je pense qu'on me trompe-tu, on est pareil partout. Non, pas les premiers trucs de short life. Puis, c'est ça. Donc, on verra bien. C'est sûr qu'on le sait pas, finalement. c'est ça que ça va jouer. Écoute, ça va de toutes les directions. Au Golden Globe, The Secret Agent avait remporté le prix. Ouais. Mais au BAFTA, c'est Sentimental Value. Et là, en termes de probabilité,
quand on remporte le BAFTA, c'est 75% et Golden Globe que 55%. Donc, c'est quand même BAFTA qui a plus d'importance. Puis le BAFTA, c'est qui l'a gagné, t'as dit? C'était Sentimental Value. Okay. Et Sentimental Value a plus de nominations. Au total, il y en a 9 quand même. Donc, ça prouve la qualité du film. Et Joachim Trier, je pense qu'un capital de sympathie. Beaucoup de gens avaient beaucoup aimé The Worst Person in the World. Fait que je pense que c'est comme le temps de le récompenser. Un film encore plus ambitieux. C'est ça, parce que Worst Person n'avait pas remporté. Non, mais avait eu quelques nominations. Ouais. Donc, moi aussi, je vais avec Sentimental Value. Okay. Je pense qu'il touche plus les gens que The Secret Agent, qui... Je pense que c'était plus une bébite qui excitait les critiques parce que c'est un film plus dans la veine de Tarantino. C'est un peu le One Battle international exact, de cette année. C'est ça. Mais je pense que Sentimental Value est plus classique et je pense que ça va toucher plus les gens de l'Académie. C'est quoi ton coup de cœur parmi les 5, toi? Mon coup de cœur... Indrajab est quand même bouleversant aussi. Ouais. Écoute, le plus surprenant, moi, je pense que c'était Sirat parce que je m'attendais tellement pas à ça. Mais je pense que le plus touchant, c'est, je pense, Sentimental Value aussi. Que, même j'avais une petite déception parce qu'il y avait tellement un gros hype alentour du film. Mais je reconnaissais par son sujet quand même déjà sur le cinéma. Tout ça fait que c'était fascinant à voir pour les comédiens. Fait que je pense que c'est Sentimental Value. Je pense que c'est lui que je réécouterais. Je pense entre la gang, je pense que c'est lui que je réécouterais plus que les autres. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, Sirat puis Indrajab ont quand même des effets chocs, même simple accident, limite. Fait que la réécoute est des fois moins intéressante. Exact, c'est ça. C'est un jugement différent. Là, mais... Allons-y avec les scénarios. OK. Scénario adapté. Begonia. Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another et Train Dreams. Train Dreams, qu'on rappelle, qui était un film, une production Netflix. Fait que ça n'a pas eu un gros rayonnement sur les écrans. C'est pour ça que nous-mêmes, on n'en a jamais parlé et que je ne l'ai même pas vu. Mais je vais y aller avec... J'hésite parce que j'allais dire, mon cœur, là, c'est que moi, un de mes... Ben, il y a plusieurs de mes films préférés, mais un de mes films préférés de l'année, c'est Begonia. Je pense que je l'avais même mis 3e, mais je crois pas qu'il va malheureusement rien remporter. Et je vais aller sur One Battle After Another. Je crois que c'est lui qui a le buzz. Ben écoute, Paul Thomas Anderson n'a jamais remporté d'Oscar. Et s'il y en a au moins un qui va remporter, si jamais Sinners se faufile, je pense que c'est exactement ça. Oui, parce que c'est lui qui a le crédit de l'avoir adapté. Exact. C'est lui qui l'a écrit. Et si on regarde le track record, gagnant du Golden Globe, du BAFTA et de la Guilde des scénaristes, donc un taux de conversion de 80% dans ce temps-là. Alors je pense que One Battle va l'emporter aussi. Scénario original, Blue Moon, qui surprend. Oui. Un simple accident, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value et Sinners. Alors quand même 2 films de la catégorie internationale qui se retrouvent là-dedans. Là, je suis hésitant parce que aussi, encore plus fort, mon cœur irait avec Valeur sentimentale, que j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que c'est Sinners qui a plus le vent dans les voiles. Alors, faut que j'y aille pour le win. Fait que Sinners. Même chose pour moi. Ouais, quand même. Encore là, Coogler, très apprécié, je crois, à Hollywood. Si un des gros trophées que Sinners peut remporter, je pense que ça va être celui-là. Si One Battle remporte le reste. Et encore là, Coogler a remporté le BAFTA. Il n'était pas en nomination Golden Globe parce qu'il n'y a pas de 2 catégories. Il était en nomination, mais il n'avait pas gagné. Et gagné la prix Guild pour le scénario original. Donc, quand même... conversion plus basse à 65%, mais je pense que les 2 films étrangers vont un peu s'annuler et je pense pas que les autres soient assez forts pour... c'est Frankenstein. Il y en a tellement eu de films. Non, mais je pense pas pas dans que ça amène... original, ce serait Marty ou oui, Blue excuse-moi, Moon. Oui, c'est ça. Oui, je lisais la truc. Blue Moon, je pense qu'il... C'est ça. Il glisse, là. Puis Marty, comme on a dit, il a trop perdu. C'est Sinners plus la cote. On arrive déjà aux comédiens, je pense. Oui, comédiens absolument. De soutien. Oui. Commençons par les messieurs. Supporting actor de soutien. Benicio del Toro pour One Battle After Another. Jacob Elordi pour Frankenstein.
pour jouer la créature. Si j'ai magané son nom. Delroy Lindo pour Sinners. Sean Penn de One Battle. Et Stellan Skarsgård de Sentimental Value. Et je sens que justement, comme le magazine Variety qui a tout reviré sur Sinners, puis que... ouais. Mais c'est pas là-dessus, je veux dire, il y a eu ça, mais moi je crois que les gens ont la sympathie. Quand il y a des comédiens un peu plus vieux et bien aimés et tout, je vais aller sur Stellan. Ce qui donnerait, jusqu'à présent, 2e victoire à Sentimental Value. C'est pourquoi je la mets pas aussi dans Screenplay, etc. Je sais que ça, c'est nous qui, comme quand tu remplis un examen de choix multiple et amener t'es comme j'ai mis trop de A là, c'est clair que j'ai mis 3 B de suite là, faut que j'en remplace un pour C là, tu sais, fait qu'à un moment donné on est de même, mais c'est pas les mêmes votants qui votent pour toutes là. Je pense que c'est des gens par différentes catégories selon leur corps de métier ou leur connaissance là. Sauf erreur là, à moins que tu me dises l'inverse. Les votants ils votent pas dans les 25 catégories, je pense. Non, c'est juste pour le meilleur film, sinon c'est effectivement par branche. Fait qu'il n'y a pas vraiment cette logique-là nécessairement. Là, donc, ceux qui votent, les acteurs qui votent pour les meilleurs acteurs, ils savent pas qui votent pour quel scénario. Peut-être qu'ils peuvent s'influencer eux-mêmes de dire ils vont sûrement le donner un scénario, fait que ça me tente pas. Là. Mais ça, c'est plus une analyse qui vaut pas grand-chose. Mais bref, Stellan. Ouais, celle-là me titille quand même. Ça peut être tout. Là. Ça peut être Sean Penn aussi, j'entendais. Le Golden Globe, c'est Skarsgård qui l'a remporté. Sean Penn a un peu causé la surprise avec le BAFTA et le SAG Award, donc pour la Guilde des acteurs. Juste Golden Globe, 45%. BAFTA, 90%. Puis quand tu as le SAG, 80%. Fait qu'il y a vraiment une grosse. Mais ton argument est très valable quand même. Ça. Mais Sean Penn est aussi un peu vieillissant, mais lui, il en a déjà gagné des Oscars. Il en a déjà gagné, bien que c'est un rôle très marquant. Skarsgård n'en a jamais remporté. Et il pourrait être quasiment dans le lead acteur, là, parce qu'ils sont très présents. Là. Fait que je pense qu'ils l'ont placé stratégiquement là, en se disant on a peut-être plus de chance. Écoute, celle-là, moi, je te souhaite d'aller sur pas Stellan, comme ça, on va avoir une différence. Ouais, on va pouvoir se taquiner à la suite. Moi, j'ai pas le choix d'aller avec les statistiques, même si je pense que Skarsgård va probablement l'avoir. Je vais y aller avec Sean Penn quand même. Fait que je joue les probabilités. Delroy Lindo n'est pas à exclure non plus. Ça pourrait être un choix sentimental, un comédien un routier. Ça fait longtemps qu'il tourne dans des films. Pour les mêmes raisons que Skarsgård. Exact. C'est juste que j'ai l'impression que le buzz autour de lui pour soutien vient plus de remonter tranquillement. Là. Ouais. Donc. Puis je serais curieux, écoutez, de savoir... on ne saura jamais, mais tu sais, la démographie, c'est-à-dire le bassin de votants qui votent pour acteurs, actrices de soutien principaux, c'est quoi la proportion d'Afro-Américains, de Caucasiens, d'Hispanophones, quelque chose? Parce que c'est sûr que ça peut influencer aussi à chaque fois qu'il y a des... C'est ça. Parce que je sais pas si ça se dit pas, mais on le voit là, que souvent les Afro-Américains vont aller voter pour les Afro-Américains, puis c'est bien normal parce que si c'était le cas inverse, qu'il y avait juste un Caucasien dans un film que j'aime, puis que tu votes pour ceux qui te ressemblent. Là. Ils ont tellement peu gagné, fait que je pense qu'ils ont cette fierté-là, ce désir-là qu'un enfin soit reconnu. Exact. Donc ça peut faire un vote massif. Là, qui va aller, donc ça pourrait être l'outsider, c'est Delroy Lindo. Donc à surveiller, mais une catégorie très excitante. Même chose aussi pour les actrices. Actrices de soutien, exact. Ellie Fanning de Valeurs sentimentales et aussi Inga Ibzodler-Lielas de Valeurs sentimentales qui joue la sœur, l'autre sœur. Amy Madigan de Weapons qui joue tante... c'est quoi tante Dorothée? J'ai oublié tante... Non, j'ai Belinda en tête, mais c'est pas ça. Gladys. Oui. Voilà. Wunmi Mosaku de Sinners et Teyana Taylor de One Battle After Another. Je sens que c'est plus Amy Madigan pour Weapons étant Gladys qui a joué ce personnage truculent là, puis excessif qui va marquer, mais... Ant aussi, Mosaku, puis Taylor aussi, je pense que ça pourrait surprendre, mais je vais aller sur Amy Madigan, qui est aussi une vétérante. Oui, quand même. Écoute, si j'ai des petites stats bien le fun pour cette catégorie-là. Ah ouais, OK. Golden Globe, c'était Teyana Taylor qui avait remporté pour One Battle After Another. 40% le taux de conversion.
Le BAFTA, c'était Wunmi Mosaku pour Sinners, 50%. Donc, pas élevé. Et Amy Madigan a causé la surprise avec le prix au Screen Actors Guild Award. Et ça, c'est juste 70% quand même. C'est 70%. Oui, si tu remportes le SAG. Mais c'est plus que les deux autres. Oui, quand même, mais c'est pas énorme, 70. Ouais, c'est pas un 85. Exactement. Et c'est arrivé, et ce qui est... non, finalement, cette stat-là ne marchait pas. Mais c'est arrivé dans l'histoire parce que, dans le fond, elle a gagné le prix de la SAG, Amy Madigan. Mais, petite statistique, un petit aparté que je trouve intéressante. Dans l'histoire, il y a seulement 2 actrices qui ont remporté le prix sans aucune des 3 nominations au Golden Globe, au BAFTA ou SAG. Ils sont juste arrivés, puis paf, ils ont le score. Causé la surprise, c'était Marcia Gay Harden pour Pollock en 2000 et Marissa Tomei pour My Cousin Vinny en 92. Et ça, je m'en rappelle que ça avait causé la grande surprise. Donc, moi aussi, je vais avec Amy Madigan, un rôle qui est au cœur du film même. Alors que Tiana, elle était remarquable, mais pas si présente quand même. Ouais, comme au début puis à la fin. Ouais, c'est ça. Donc, fait que je vais avec Amy Madigan et c'est encore là très rare. Quand un film a juste une nomination, va remporter un Oscar. Là, j'ai pas la stat, mais je l'avais lu. Fait que c'est contre elle, mais je pense que ça va rallier justement. C'est vrai que j'avais pas pensé au Weapons de rien d'autre, son, musique, quoi que ce soit. Alors, passons au réalisateur. Tiens. Tu gardes, puis tu gardes après acteur, actrice, puis on finit avec Best Picture. Yes. Réalisateur. Là, il y a de quoi de chaud, là, je sais pas si je te scoop. C'est que sauf erreur, c'est que là, dans toutes les autres cérémonies, c'est très serré entre Coogler et Thomas Anderson. Fait qu'il y a comme... Moi, c'est parce que je connais pas les acronymes par cœur puis tout, mais sinon, c'est peut-être pour meilleur film ou en tout cas pour un des deux, là, c'est sûr, parce qu'on les associe beaucoup. Puis c'était comme si, statistiquement, il y en a un qui a gagné 3 prix, puis quand ça arrive, c'est sûr que tu gagnes l'Oscar à date dans l'histoire. Puis l'autre, les 3 autres prix qu'il a gagnés, statistiquement, quand tu les remportes, tu remportes l'Oscar. Donc, c'est sûr qu'il y a une statistique, il y a une streak qui va être brisée cette année pour l'un et l'autre. Mais j'ai pas nommé les SAGs, machin, puis tout. Là. Fait que réalisateur. Chloé Zhao pour Hamnet, Josh Safdie pour Marty Supreme, Paul Thomas Anderson pour One Battle After Another, Joachim Trier pour Sentimental Value et Ryan Coogler pour Sinners. Je le sais que aussi, sauf erreur, le film et le réalisateur, meilleur film réalisateur, c'est toujours un pairing. Souvent. Ouais. Mais cette année, je pense que... Il y a déjà eu des splits dans les 10-15 dernières années. C'est ça. Il y a eu plus souvent des splits à ce niveau-là. Et aussi, ça fait quelques années qu'il y a 10 meilleurs films. Oui, avant, il y avait 5 meilleurs films, puis c'était pas mal les mêmes. Puis si, justement, tu avais 5 films, 5 réals, puis tu étais dans un, puis pas dans l'autre, c'était comme, là, oublie ça dans les deux cas. T'sais. C'était très indicatif. Fait que finalement, il restait 3 ou 4 choix. Mais je vais y aller pour ces raisons susmentionnées. Moi, je vais y aller avec Paul Thomas Anderson pour One Battle. Je pense que depuis la sortie du film, depuis le mois de septembre, c'est vraiment de ça qu'on parle. Je pense que quand... Sinners, qui est plus vieux, qui était en avril, là, qui va bientôt fêter 1 an. On parlait pas nécessairement de ça, puis c'est vraiment, là, il y a une resurgence, surtout quand on réalisait qu'il y a 16 nominations, on dirait que ça a reparti, les gens ont revisionné le film, plein d'affaires, mais je pense que pour bien des votants et tout, ça reste Paul Thomas Anderson qui est comme un film de cinéma. Mais Ryan Coogler, ce qu'il a fait avec le film, et surtout la fameuse séquence, le fameux plan séquence qui intègre un peu l'histoire de la musique dans cette affaire-là, ben ce plan-là aussi reste en tête, puis c'est ça qui peut avoir joué pour beaucoup. Fait que c'est ça pour dire tout peut arriver. Puis, tu sais, il y a un mois, j'aurais cru que la lutte aurait été entre Paul Thomas et Josh Safdie, puis là, on n'en parle même plus de Josh. Puis, Chloé, je pense que malheureusement, même si c'est aussi extrêmement bien exécuté la réalisation et tout, mais je pense qu'elle passe dans l'ombre des autres Cinema Bros. Exact, et d'autant plus qu'elle a déjà remporté un Oscar pour Nomadland. Encore là, même si les femmes ne sont pas souvent nommées, je pense que c'est la deuxième même qui a une
première fois non, la troisième femme qui a une double nomination. Je pense que c'était Catherine Bigelow puis Jane Campion. À part de ça, il n'y a pas d'autres réalisatrices qui ont une double nomination comme réalisatrice. Petite stat. En fait, c'est cette catégorie-là que Paul Thomas Anderson a tout raflé. Donc, le Golden Globe, le BAFTA, le Directors Guild Award. Et quand tu as les trois, le taux monte à 95%. OK. Fait que je pense que aussi ça va être une double récompense pour Paul Thomas Anderson. Quand même un petit sac intéressant. C'est arrivé une fois dans l'histoire que un réalisateur, avait remporté les 3 prix, mais n'avait pas une nomination aux Oscars. Même comme pas de... réalisateur. C'est qui? Ben Affleck pour Argo. En 2012, ouais. Mais... Donc, je pense que l'Académie, les membres l'avaient boudé un peu. Mais il avait gagné meilleur film. Il avait gagné meilleur film. Donc, ça a été une année que ça a été qui avait eu split. C'était Ang Lee qui avait remporté pour Life of Pi. OK. Une drôle d'année, parce que Argo, c'était le fun, là, mais c'était pas exceptionnel. Non. Fait que je suis même surpris qu'il ait gagné meilleur réal partout ailleurs. Ouais, quand même. Alors, fait que voilà. C'est quoi, 2011, t'as dit? 2012. Fait que je pense qu'on pourrait avoir une année où il y aurait un split. Fait que je pense que Paul Thomas Anderson, c'est pas mal chose faite avec les stats là, qui jouent de son bord. Mais on y reviendra pour le meilleur film. Allons-y avec acteur. Timothée Chalamet pour Marty Supreme. Leonardo DiCaprio, One Battle After Another. Ethan Hawke pour Blue Moon, qui cause quand même la surprise avec cette nomination. Michael B. Jordan pour Sinners, qui lui aussi, je pense, cause la surprise avec cette nomination-là, mais c'est arrivé en même temps que les 16 et machin. Et Wagner Moura de Secret Agent. Et lui aussi, je pense. Ouais, je même pense qu'il est en nomination. Ils sont tous en nomination au Golden Globe, mais c'est rare qu'un acteur étranger ça arrive, c'est ça. faufile. Mais je dis ça, me faudrait analyser. Mettons, peut-être que dans les dernières années, c'est rendu peut-être un peu plus, coutume. Je pense que Timothée a perdu tout son buzz. S'est essoufflé, il n'y a plus rien. DiCaprio, faut le jamais compter pour mort, mais en même temps, il a été si souvent nommé et une seule fois remporté. Fait qu'il peut toujours avoir cette sympathie. Ethan Hawke pourrait causer la surprise, mais je suis pas certain que c'est le film qui va être le plus apprécié, le plus écouté, même si c'est un film qui repose beaucoup sur des performances de comédiens, là, puisque c'est juste du monde qui parle. Son prix, c'est d'être en nomination pour ce film-là. Mais c'est un acteur qui est beaucoup, je pense, apprécié de tous. Fait que mais avec la qualité des films puis tout, comment la lutte est serrée, je serais vraiment surpris c'est ça qui se faufile. Michael B. Jordan pour Sinners, qui a joué comme des jumeaux, puis je sais pas, autant ça a l'air un peu tacky, je crois qu'il y en a pour beaucoup, ça compte, puis c'est impressionnant d'avoir fait ce double rôle, c'est comme si tu avais fait 2 films en un. Et finalement, Wagner Moura aussi, que je pense si le film n'était pas étranger, il sortirait plus fort pour cette performance-là, qui est plus en retenue, justement. Fait que je vais y aller avec Michael B. Jordan. C'est pas ce que j'aurais dit il y a 2 mois, mais là, je crois que c'est ça qui va se passer. Alors, encore là, une catégorie très dispersée. Si on fait un petit retour en arrière, c'est Timothée Chalamet qui avait remporté l'Oscar, le Golden Globe, dis-je, pour comédie. Ouais. Et Wagner Moura qui avait remporté, lui, dans le drame. Je pense qu'il avait surpris beaucoup de gens. Ensuite, le BAFTA. Grosse surprise, c'est le comédien britannique Robert Aramayo pour I Swear. Alors, le fait que Chalamet c'est comme si le BAFTA, et on peut pas le compter dans les stats. Là, non, c'est ça. Mais en même temps, ça montre quelque chose. C'était qui les autres en nomination? Chalamet était le favori. Okay. Il l'a pas eu. Mais est-ce qu'il y avait DiCaprio? Ou de mémoire, sûrement. Oui, je crois que oui. Et la grosse surprise, ça a été la victoire de Michael B. Jordan au Screen Actors Guild Award. Fait que là, les stats doivent te pointer là-dessus. Les stats, oui, effectivement. Bien que c'est pas encore super élevé, mais donc acteur, Golden Globe, drame, 65%. Comédie, 35% quand même. Donc, mais bon. Fait que ça vaut rien. Et Screen Actors Guild Award, 70%. Alors, c'est lui qui est le plus élevé. Effectivement, Chalamet, je pense, souffre du syndrome DiCaprio. Un jeune comédien hyper talentueux. Mais je pense qu'on va le faire patienter un peu avant de lui donner un Oscar. Puis le film n'est pas un crowd pleaser. Exact. Oui, puis c'est un personnage qui est quand même dur, qui n'est pas agréable, un peu antipathique. DiCaprio, encore avec ce personnage-là, c'est juste que j'ai l'impression que Leonardo, même s'il sort éternellement avec des filles plus jeunes puis des affaires de même,
tout le monde le trouve smart, puis tout, tu sais, il est plus réservé, il n'y a pas beaucoup ça à se faire public, et nanana. Chalamet, je pense que c'est t'aimes ou taillis. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dit les petits fendants, ils me tapent ses nerfs, puis je suis pas capable, puis blablabla. Fait que... Je pense d'autant plus maintenant qu'il est avec une des Kardashians, qui est plus dans ce mode jet set-là. Fait que. Mais j'ai hâte de voir, mais effectivement, je pense que l'argument du double rôle de Michael B. Jordan va être très sensible. Mais souvent, c'est de la boîte, là, le double rôle, je pense. Oui, c'est rare que c'est. Que ça paye. Ouais, c'est souvent dans des comédies poches ou des films d'action de série B. Là. Bon. Je sais pas si tu te rappelles avec Jean-Claude Van Damme. Double Impact. Ou les Lindsay Lohan quand il était jeune. Puis, il y en a eu d'autres de cet acabit. Ou Robert De Niro. Ouais, ça. Ça voilà, qui passera pas à l'histoire. Actrice maintenant. Ouais, ben écoute, il y a du bon talent, mais je pense pas qu'il y a du gros suspense dans cette catégorie-là. S'il y a une catégorie certaine, ça va être celle-là. Ouais. Meilleure actrice, Jessie Buckley pour Hamnet, Rose Byrne pour If I Had Legs, I'd Kick You, Kate Hudson pour Song Song Blue, je pense que ça a surpris un peu, Renate Reinsve pour Sentimental Value et Emma Stone pour Bugonia. Je dois admettre que je n'ai pas vu Song Song Blue, mais les autres, c'est toutes de très grandes performances de différents genres. Mais comme tu dis, Emma Stone a un côté un peu plus comédie noire au film. Je pense que c'est moins ça. Elle commence à être la nouvelle Meryl Streep aussi. Là. Je pense que ça fait comme 3-4 années qu'elle est en nomination. Elle a gagné deux même, je pense, dans les dernières années. Fait que... elle avait gagné La La Land. La La Land, puis Poor Things aussi. Ah ouais, Poor Things, bon. Fait que je pense que là, c'est comme... T'es toujours là, mais tu l'auras pas tout le temps. Ben, Et Rose Byrne, je trouve ça exceptionnel, mais malheureusement, je pense que le follow spot, la lumière, les projecteurs sont sur Jessie Buckley pour Hamnet, qui est aussi exceptionnel dans ce film-là et qui a probablement tout gagné partout jusqu'à présent, ce qui doit donner un taux de conversion de 99,9%. Alors, on est à 95, effectivement, Golden Globe, comédie à ce niveau-là. Mais par contre, il y a Jessie Buckley, donc il avait gagné Golden Globe Drame, le BAFTA, la SAG. Rose Byrne avait remporté côté comédie. Au niveau sentimental, j'aurais aimé ça, Rose Byrne, parce que c'est un rôle vraiment audacieux. Alors que c'est un film un peu névrosé. Là, puis je pense qu'il est courageux pour une actrice quand même de jouer ce genre de rôle-là, alors que Buckley, on est plus dans le classicisme très bien fait, des déchirantes. Mais c'est moins des sentiers battus que Rose Byrne, mais effectivement, on parle de 95% de taux de conversion. C'est arrivé une fois dans l'histoire où une actrice avait remporté les 3 grands prix majeurs et n'avait pas gagné l'Oscar. Cette année-là, c'était en 2007. C'était Julie Christie qui avait gagné les 3 pour Away From Her et certaine Marion Cotillard qui avait remporté pour La Vie en rose. Eh boy! Et on termine. Dernière catégorie. Meilleur film. Best Picture, Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners et Train Dreams. Écoute, c'est ça, beaucoup de mes films quand même, coup de cœur de l'année s'y retrouvent, parce que je suis un homme de talent, de goût et de choix. Mais bon, ça sera pas Bugonia. Comme je dis, F1, je pense pas non plus. Là, ça n'a pas eu cet effet-là. Il fait un peu partie d'avoir élargi puis mettre des films grand public de qualité au travers. À noter qu'il n'y a pas le Avatar parce que Way of Water était là, mais on l'oublie plus vite, le Fire and Ash. Frankenstein, que j'avoue, j'ai pas vu. En fait, j'ai écouté à moitié, puis j'étais fatigué, puis je me dis, je vais le finir. Puis ça fait de cela plusieurs semaines et jamais je n'y suis retourné. Faudrait bien, mais bon. Hamnet, je croirais pas ce drame-là. Écoute, elle avait déjà eu avec Nomadland, Chloé Zhao, justement. Marty, même principe, il a tout perdu. Longtemps, mon cœur est avec One Battle. Secret Agent, Sentimental, je serais surpris. Train Dreams non plus, je pense pas qu'il y a le hype. Mais je pense que Sinners va aller, ça va être la cérémonie à la fin, puis tout le monde va monter, puis Sinners va avoir gagné pour ce coup-là. Je pense que c'est un peu là que l'effet du plan séquence, de musique, de tout, ça va être comme la célébration. Je pense que ça va être Sinners qui va gagner. C'est pas mon choix de cœur. Je fais partie de ceux qui ont trouvé ça très bien, mais pas wow. Là. J'ai côté un peu horreur, puis l'expérience cinéma, j'ai aimé Weapons 4 fois plus que Sinners, là, mais il est pas là.
Donc, avant que je donne mon choix, je vais y aller de quelques... Je sais même pas qui a gagné où, puis tout. Il y a des choses intéressantes pour meilleur film cette année. Alors, Golden Globe, c'était One Battle pour le drame. Ouais. Il a gagné le BAFTA, il a gagné le Producers Guild Award. Quand tu as les trois, on parle de 90% de taux de réussite. Mais c'est arrivé quand même dans l'histoire. Parce que l'affaire, c'est ça qui rend ça excitant aussi avec les Oscars, c'est que c'est le dernier de la run. Fait que ça peut changer, exact. Ouais. C'est arrivé 4 fois dans les 20 dernières années qu'un film a remporté l'Oscar du meilleur film sans aucune victoire dans les 3 catégories, quand même. Le premier, c'était Crash en 2005. Ouais. Ça va être peut-être des films polarisants. Là, ouais, non, pas nécessairement. Celui-là, c'est le plus. Et d'autant plus que c'était Brokeback Mountain qui avait gagné les 3, le Golden Globe, BAFTA et PGA. L'année d'après, The Departed de Scorsese, quand même. Je pense qu'on avait senti un peu l'urgence de le récompenser. C'est un très bon film, mais c'était pas son meilleur. Puis il avait gagné meilleur réal aussi. Oui, effectivement. Donc, c'est ses premiers Oscars. Donc, Golden Globe, c'était Babel qui avait remporté. Mm-hmm. Le BAFTA, c'était The Queen. Et le PGA, c'était Little Miss Sunshine. Ah ouais? Ouais. Okay. 2015, une autre surprise, Spotlight. Meilleur Oscar, meilleur film. Golden Globe, c'était The Revenant. Donc, je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il gagne parce que Alfonso Cuarón avait remporté réalisateur. Non, c'est pas Cuarón. Non, pas Cuarón, non, je me trompe. Inarritu. Oui, Inarritu, c'est ça. BAFTA, c'était The Revenant, mais le PGA, c'était The Big Short. OK. Big Short, ça m'aurait surpris. Ouais, comme Oscar. Et dernièrement, en 2019, évidemment, le film Sensation, qui a tout bouleversé, c'était Parasite. Ouais. Le Golden Globe, c'était 1917, BAFTA 1917 et PGA 1917 encore, là, qui avait gagné les 3 catégories, mais avait perdu le film. Donc, 2 fois. Est-ce que ce sera la 3e? C'est ça. Donc, avec les stats Sinners. pointent sur One Battle. Oui. Mais Sinners, choix sentimental. Choix aussi peut-être pour envoyer un message. Il ne faut jamais oublier ça non plus, avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Hollywood, quand même, aime bien récompenser les leurs et sont solidaires avec cette communauté-là. Fait que celui-là, je vais y aller quand même avec One Battle. OK. Mais c'est un pile ou face pour moi. Fait que je vais avec les stats. On verra bien si j'ai raison. Ou si c'est toi qui l'auras. Fait que toi, t'as One Battle sur scénario, réal, puis meilleur film. Comme... Moi, je l'ai... Au total, j'avais... Mais entre autres, dans ces 3 catégories-là, je veux dire. Là. Ouais, parce que tu l'as même dans acteur de soutien pour Sean Penn. Fait que c'était les prévisions qu'on discutait à l'automne, puis t'es comme... ça reste là-dedans, si on veut. Fait que c'est ça. Ouais, fait que One Battle, moi, j'ai donné 6 sur 13. Sinners, 4 sur 16. Mais ça pourrait aller un peu plus haut, je suis conscient. Ensuite, Frankenstein, 3 sur 9. Et le grand perdant, Marty Supreme, 0 en 9, effectivement. Ouais. Fait que là, finalement, on a comme 4 différences. Ouais. OK. Ben, court-métrage d'animation, documentaire long, acteur de soutien et film. OK, cool. Fait que je sais pas quand on se refera un... Je sais pas si on va faire un débrief de ça, parce qu'on fait... Ouais, c'est ça, effectivement. On fait plus d'épisodes de quotidien, mais... On en reparlera dans nos sorties d'avril. Ouais, effectivement. On pourrait faire un petit retour taquin là-dessus. Voilà. Puis, en rappel, si vous êtes dans la région de Québec ou que vous aimez faire de la route, venez donc voir les Oscars en gang. C'est la 2e édition que le Cinéma Le Clap fait ça à Québec. Et là, comme on dit, il y a de l'animation, des prix de présence, des affaires... je pense que c'est prix normal de billetterie, mais il y a aussi des combos avec de la nourriture puis des affaires. Fait que check it out. Puis il y a assurément d'autres cinémas dans d'autres régions, je suis convaincu, qui font la diffusion. Rendu une petite mode, là, honnêtement. Je trouve ça fun. J'ai jamais vécu l'expérience. Fait que ça a été une première fois. Ah, tu n'avais pas été là l'an dernier? Je n'étais pas ici. Okay. Voilà. Alors, non. Moi, j'irai dans quelques années là, quand ça sera plus facile de m'éclipser de la maison. Alors, voilà. Alors, bonne fin de saison des Oscars. C'est le dernier droit. Tout peut changer pour avoir une grosse... Non, plus rien peut changer. Les votes sont fermés. Même si les gens... une grosse controverse qui explose demain. Ça, on apprend des grandes inconduites sexuelles là, de tout le monde. Voilà. Fait que on se revoit en balado très prochainement avec sûrement des entrevues avec des équipes de films. Ouais, quelques premières qui s'en viennent ici. Ouais. C'est tout. Fait que...
peux-tu dire sur ce? Bon, je sais sur pas. Ça, ouais, bon caviar et champagne. Oui, c'est ça que je voulais dire quand même, évidemment. On est le podcast du magazine Mon Ciné. Alors, procurez-vous le magazine Mon Ciné qui couvre les sorties au cinéma, sorties à venir. Le nouveau magazine est en kiosque et est disponible en version numérique. Et il y a plein d'articles, plein d'entrevues que tu fais aussi papier. Alors, visitez le monciné.ca pour plus d'informations.